Il faudrait qu'on arrête tout ce plastique à usage unique. 900 Care est une marque de produits d'hygiène rechargeables. Elle propose des alternatives écologiques avec des bouteilles en plastique recyclé réutilisables et un système de recharge fabriqué en France. Parmi leurs produits, on peut retrouver les essentiels de la salle de bain, mais également des produits pour la maison tels que de la lessive ou encore du liquide vaisselle. Aujourd'hui, Théo rencontre son fondateur et CEO, Émeric Grange, qui a réussi à lever pas moins de 10 millions d'euros. Salut Émeric. Salut Théo. Merci beaucoup d'être avec moi. Je suis très content de pouvoir faire cet épisode parce que c'est mon premier rappel. C'était l'épisode numéro 7 du podcast en octobre 2021, tout début des boîtes e-commerce, quand on enregistrait à distance avec des micros claqués au sol. Je pense qu'on a un petit peu step up dans la qualité de production et tu as aussi certainement step up d'un point de vue chiffre, expertise. Tu as dit que tu avais changé d'avis sur plein de choses. Tu es le cofondateur de 900 Care. Écoute, je vais te laisser commencer par te présenter et directement nous dire c'est quoi le truc sur lequel tu as le plus changé d'avis par rapport à il y a 2 ans. Ok. Déjà, je suis content d'être là. Je suis content qu'on le fasse en physique, même si j'ai dû venir jusqu'à Versailles. Donc voilà. Et donc ouais, je suis le cofondateur de 900 Care. Je sais pas si tout le monde connaît 900 Care. Normalement, oui, mais bon. Pour ceux qui connaissent pas, 900 Care, c'est une marque de produits d'hygiène rechargeables qui est vendue en ligne avec un système d'abonnement et avec un point de vue assez simple sur le marché d'hygiène, qui est de dire il faudrait que le marché d'hygiène soit entièrement rechargeable et qu'on arrête tout ce plastique à usage unique. Et donc, l'idée qu'on a eue toute simple, c'est de dire que là où dans un gel douche classique, tu as 90% d'eau, nous, on va juste envoyer les ingrédients actifs, une bouteille réutilisable. Donc, tu auras des petits bâtonnets à la taille d'un bouchon de liège. Tu les mets dans ta bouteille réutilisable et c'est toi qui rajoutes l'eau du robinet. Comme ça, tu n'as plus besoin de transporter d'eau, donc tu génères moins de CO2 et tu arrêtes de jeter du plastique. Voilà, ça, c'est 900 Care. On a toute une gamme de produits. Donc, on a du gel douche, du dentifrice, du shampoing, bientôt de la lessive, etc. Et du coup, sur quoi j'ai beaucoup changé d'avis sur ces 2 dernières années, je pense que j'ai pas mal changé d'avis sur le media buying. Je t'en dirai peut-être un peu plus, mais je pense que c'est vraiment ça. Sur le media buying, quelles sont les bonnes stratégies? Où est-ce que tu investis ton argent? Est-ce que tu essaies de plein de plateformes versus te concentrer sur une? Et c'est quoi les vrais key success factors en ads, quoi? Ok. Bah écoute, je vais pas dénaturer l'échange, donc je vais te laisser commencer par ça juste après avoir annoncé la structure de ce podcast, puisqu'on a 3 sujets à traiter ensemble aujourd'hui. On va commencer par parler justement de cette stratégie ads, sur laquelle tu as changé d'avis, et qui en fait, il y a pas mal de décisions qui sont assez contradictoires. Je me rendais compte même avec le titre de l'épisode d'avant, où c'était tout cassé sur YouTube ads. A priori, c'est plus le cas. On va parler du business model, notamment que tu as caractérisé par ton rapport à l'impact et le fait que ce soit pas une contrainte, mais plutôt en faire une force. Qu'est-ce que ça a impliqué sur la façon dont vous avez construit l'offre. Et ensuite, on va finir par parler un peu des perspectives pour 900 Care sur la suite, et ça devrait nous faire 45 minutes de podcast. Qu'est-ce qui a changé sur le media buying? Qu'est-ce que tu as remis en question? Est-ce que ça a été des datas qui ont invalidé tes propos? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, en fait, je pense qu'il y a 3 trucs qui ont changé. Le premier, c'était, et je pense que c'est un écueil que beaucoup de e-commerçants qui se lancent ont. Donc nous, la boîte, quand on a parlé, la boîte était toute jeune. Je pense qu'on avait moins d'1 an d'existence en fait en e-commerce. Et à ce moment-là, en fait, tu te dis, c'est hyper important de diversifier mes canaux d'acquisition. Je veux en avoir plein. Et donc nous, on avait beaucoup poussé, notamment YouTube Ads. Et donc on avait une espèce de millefeuille, où on avait un peu de YouTube, un peu de Google Ads, un peu de Meta, et on était en gros un peu moyen partout, sans être très fort quelque part. Pour une raison qui est simple, c'est que du coup tes contenus, ils sont plus ou moins adaptés à la plateforme que tu vas faire. Donc en gros, c'est pas pareil, ça demande pas les mêmes compétences de créer des bonnes vidéos pour YouTube que des bonnes vidéos pour Facebook, même si en ce moment c'est un petit peu en train de changer avec l'émergence des shorts, Reels et TikTok, qui sont des formats qui peuvent marcher cross-platform, mais historiquement, c'était pas le cas. Et du coup, on a eu ce premier truc de se dire, en fait, si tu veux vraiment réussir à scaler, plutôt qu'essayer de faire plein de petits trucs moyennement, il faut mieux que tu te concentres sur un levier sur lequel tu deviens, en gros, l'objectif, c'est de devenir le meilleur du monde sur ce levier et que tu arrêtes de faire tout le reste. Et du coup, nous, on a priorisé plutôt Meta, parce qu'en fait, aujourd'hui, Meta, ça reste quand même 75% des dépenses marketing, là où YouTube, ça doit être, je sais pas, 5-6%. Donc, voilà, c'est quand même la base du e-commerce. Et on s'est dit, il faut qu'on mette tous nos efforts sur devenir les meilleurs du monde là-dessus. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc que j'ai appris, c'est sur dans le media buying. En gros, historiquement, je pense que et particulièrement sur Meta,
t'avais un peu l'époque où il fallait faire du micro-targeting et tout, avoir les audiences les plus fines possibles, les audiences d'intérêt, etc., les lookalikes. En fait, globalement, ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est que le ciblage large, c'était ce qui marchait le mieux. Et qu'il avait, enfin, en fait, il faut mieux faire une grosse campagne de CBO et balancer, balancer tes assets là-dedans plutôt que d'essayer de faire plein de segmentations. Mais ce qui s'est passé entre temps, c'est qu'il y a eu l'émergence des solutions un peu d'AI, type ASC, et qui sont des solutions qui sont vachement poussées par. Donc il y a PMax pour Google, il y a ASC pour Facebook, qui sont des solutions où en gros Facebook, Google te disent t'inquiète, on optimise tout pour toi avec de l'AI et ça va avoir des meilleures performances. Et en fait, tu te rends compte que je pense qu'il y a un peu d'esbrouf là-dedans. C'est aussi une façon pour eux de refouguer leur inventaire de placements un peu dégueulasses. Et je pense qu'il y a des sujets d'attribution, comme tu utilises le business manager pour faire ton attribution. En fait, potentiellement, ils peuvent. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y avait des problèmes d'attribution de chiffres et qu'il y avait des conversions qui auraient dû être attribuées à la CBO qui passaient dans la SC, qui faisaient qu'on avait l'impression que la SC était beaucoup mieux. Mais là, on a fait le test de la couper et en fait, ça a beaucoup mieux marché. Donc, je pense que deuxième gros learning, c'est pas faire trop confiance aux plateformes sur leurs innovations et surtout sur les chiffres qu'elles reportent et essayer d'aller creuser avec tes propres chiffres. Et après, peut-être le troisième gros learning, c'est plus tout ce qu'on a mis en place autour de la content creation. Je pense que c'est le plus gros levier en media buying aujourd'hui. C'est vraiment comment est-ce que tu crées des bonnes créas. Et donc, on a créé une équipe qui fait ça. On sort énormément de créas et on a beaucoup rationalisé le process de test. Okay. Alors, on va parler des trois. Commençons par le premier. Moi, je me demande qu'est-ce qu'arrêter YouTube t'a permis de faire sur Meta. Est-ce que c'est le même point en fait que le creative testing? C'est juste que vous avez eu le temps de mettre en place ce truc-là? Ou c'est autre chose? C'est principalement ça. En fait, c'est de dire les créas qui vont marcher sur Meta, c'est pas les mêmes qui vont marcher sur YouTube. La meilleure façon de trouver une créa qui va bien marcher sur Meta, c'est de produire plein de créas. C'est la même chose. On dit la meilleure façon d'avoir une bonne idée, c'est d'avoir plein d'idées et après de faire le tri. C'est exactement pareil sur. Et en fait, si tu divises par 2 le pool de créa parce que tu dois splitter entre YouTube et Meta, en fait, tu testes 2 fois moins vite, tu apprends 2 fois moins vite. Et à la fin, tu as beaucoup moins de chances de trouver la créa qui va bien performer. D'autant plus qu'au fur et à mesure du temps, ton équipe, elle comprend de mieux en mieux les codes de la plateforme. Et donc, ça fait que tu deviens, en te concentrant sur un seul levier, tu deviens de mieux en mieux sur ce levier-là. Quoi. Okay. Et en termes de volume de créa produite, je ne sais pas si vous raisonnez à la semaine, au mois, ça représente quoi? En fait, c'est un peu difficile parce qu'une créa, ça a énormément de variations. Ouais. Je pense que c'est un des points principaux, c'est de dire en fait tu fais un tournage mais qui va ensuite te permettre de créer énormément de déclinaisons de tes créas. Mais on se donne en gros comme objectif d'en sortir au moins une par semaine de créa complètement neuve. Ouais. Et en fait à chaque fois tu as des déclinaisons et donc tu vas avoir entre 3 et 5 déclinaisons pour chaque créa. Et ensuite, donc cette partie-là, tu as à peu près 50% de notre temps qui est dédié à faire des nouvelles créas, 50% de notre temps qui est dédié à itérer sur des créas qui marchent bien ou des créas où on sent qu'il y a du potentiel parce que certains métriques sont bons, mais certains métriques sont pas bons et essayer de les améliorer. Tu as l'exemple de c'est quoi une itération une fois que tu as une créa qui marche bien et que tu veux créer des variantes? Ouais. Tu changes quoi? Certainement le scroll stopper? En fait, ça va dépendre. En gros, donc une créa, pour nous, on va l'analyser avec globalement 4 métriques clés. Le premier métrique, c'est le hook rate. Donc, donc, on fait quasiment que de la vidéo. On fait très peu de statique. Donc, le hook rate, c'est le nombre de vues à 3 secondes sur le nombre d'impressions totales. Donc, en gros, c'est le nombre de gens qui s'arrêtent pour regarder le début de la vidéo. Ensuite, on regarde le hold rate, qui est sur ces gens qui ont regardé 3 secondes, combien reste encore 15 secondes de plus en pourcentage. Et ensuite, on va regarder le CTR et le CPC et le coût d'acquisition. Et donc, du coup, une itération, elle va dépendre de quelles sont les métriques qui performent bien sur ta créa. Typiquement, tu peux avoir des métriques où le hook rate est dégueulasse. Là, en effet, il faut changer le scroll stop. Donc, mettre un truc un peu plus accrocheur ou quoi. Mais parfois, tu as des très bons hook rates, mais derrière, le hold rate est pas bon. Et là, ça te dit que tu dois retravailler les 15 secondes d'après. Et après, si tu as ces 2 métriques-là qui sont bons, mais que ton CTR est pas bon, c'est que peut-être qu'il faut un call to action plus tôt, ou que tu parles de ton produit plus tôt, parce qu'en fait, tu peux faire une vidéo très intéressante si tu parles pas du produit, en fait, les gens drop. Et tu vois, un exemple de créa qui a pas marché, mais qui avait des bonnes stats sur les métriques du haut, c'était une créa qu'on avait fait
En gros, mon père est plongeur et moniteur de plongée, donc je fais de la plongée depuis que je suis tout petit. Et en fait, c'est une vidéo où je racontais ça et je disais, du coup, en fait, quand tu vas plonger, tu vois qu'il y a de plus en plus de déchets plastiques et c'est pour ça que j'ai monté 900 Care. Et en fait, ça, très bon crate, mais ensuite, all rate dégueulasse parce que les gens s'attendaient à avoir une vidéo sur la plongée et en fait, on leur vend un dentifrice, quoi. Ok. Donc, c'est ce genre de choses que tu vas tester et en fait, les itérations vont vraiment dépendre des résultats que tu t'observes. Et quand tu dis un bon hook rate, c'est par rapport au benchmark que vous avez, vous, en interne ou Ouais. des trucs que tu peux comparer avec d'autres e-commerçants quand vous en parlez? Ouais, en gros, nous, ce qu'on se fixe, c'est au moins 30%. Mais une bonne créa, on a eu des créas qui étaient entre 40 et 50%. Okay. Donc, voilà, et de ce que j'entends, je pense que la norme d'un bon hook rate, en moyenne, c'est plutôt 25. Nous, on se met une barre un peu plus haute. Et après, on a des créas qui marchent encore mieux que ça, quoi. Je t'interromps 30 secondes pour te rappeler que j'anime ce podcast dans le cadre de mon agence Kudak. On accompagne les e-commerçants, les startups et les retailers qui dépensent plus de 100 000 € par an en publicité. Mon travail, c'est de maximiser l'efficacité de leurs canaux d'acquisition en ligne. Donc parmi eux, Facebook, Instagram, TikTok, Snap, Pinterest et Google. On s'appuie sur notre studio créatif, le labo et notre département tracking pour proposer à nos clients une expertise growth e-commerce complète qui leur permet d'atteindre leurs objectifs de croissance. Quelques-unes des marques qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui, il y en a plus de 130 mais je vous en donne quelques-unes. Gérard Darel, Perifit, Fursac, Legal Start, Mobile Club et bien d'autres. Donc si ça t'intéresse, tu peux réserver un appel de découverte avec un membre de mon équipe sur le lien en description. J'arrête de t'embêter, on reprend l'épisode. Qu'est-ce qui te ferait relancer YouTube? Alors là, je vais lancer un truc. Je suis assez excité. Je vais bosser avec une agence de data science qui va faire ce qu'on appelle un geolift survey. Donc, c'est une méthode qu'on est en train de construire ensemble. Ils l'ont jamais fait, donc j'espère que ça va marcher. Mais globalement, l'idée, c'est de dire, tu prends des codes postaux qui sont représentatifs de la France. Donc, je sais pas, ils ont créé une liste sur la base de plein de data points. Et je crois que, c'est des codes postaux qui sont tagués par Google comme étant représentatifs de la France. Sur la moitié de ces codes postaux, tu vas balancer du YouTube. Sur la moitié de ces codes postaux, tu vas pas balancer du YouTube. Et à la fin, tu regardes comment ont évolué ton nombre de nouveaux clients sur les deux géographies. Et ça te permet de voir l'incrémentalité de YouTube. Parce qu'en fait, le gros challenge, je trouve, en media buying, c'est vraiment la question de l'attribution. Comment tu sais, vu que chaque plateforme va reporter son CAC de façon un peu différente, comment tu sais qu'est-ce qui est vraiment incrémental ou pas. Aujourd'hui, on le fait d'une façon un peu artisanale qui est avec un post-purchase survey. On dit comment est-ce que vous avez entendu parler de nous et on attribue la vente à ce canal-là, mais en vérité, c'est un peu plus complexe que ça. Par exemple, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils nous ont connus sur TikTok, alors que TikTok, on met assez peu de budget dessus et on a un organique qui marche bien, mais je doute qu'en fait, il y ait beaucoup plus de gens qui nous connaissent via TikTok que via Facebook. Mais une de mes hypothèses, c'est juste que les gens qui voient un Reels pensent que c'est un TikTok, en tout cas, ou mélange, etc. Donc, c'est vrai que le déclaratif, c'est pas parfait. Et donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut réussir à prouver scientifiquement que tu as un effet incrémental d'une nouvelle plateforme? Okay. Donc ça, c'est le premier truc. Et après, le deuxième truc, c'est le jour où on arrive à saturer Meta, forcément, il faut trouver d'autres relais de croissance. Et là, si les CAC augmentent trop avec une stratégie pure méta, là, tu as envie d'aller diversifier et chercher d'autres choses. Mais le gros message, c'est qu'il y a plein de gens, j'entends plein de gens dire on a épuisé méta, faut qu'on se diversifie. Et qui font 1 ou 2 millions de CA. En fait, c'est pas vrai. Je pense que tu peux scaler jusqu'à 50 millions ou plusieurs dizaines de millions avec juste ce levier-là. Et donc, concentre-toi au début pour être super fort là-dessus. Et après, regarde les autres leviers. C'est une notion qui est pas très populaire en France, c'est le fait de scaler par la créa. Ce que ça veut dire, c'est que en fait, tu regardes les plus grosses D2C américaines, elles ont toutes créé des content factory terribles. Ouais. Et en fait, elles savent que leur spend leur résultat va être dépendant de leur capacité à produire des trucs toujours de plus en plus stylés. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur le fait qu'on pense que le plafond est plus bas qu'il ne l'est vraiment à chaque fois. On se dit jamais, attends, mais si je produisais 20 fois plus, ça se trouve, ça irait mieux. Exactement. Et en fait, moi, je vous invite à faire une expérience très simple. C'est tu vas voir la bibliothèque publicitaire d'une marque américaine et d'une marque française. La marque française, il y a 5 créas qui se courent après. La marque américaine, il y en a genre 50 qui sont lancés tous les jours. Évidemment qu'ils ont des meilleurs perfs, tu vois. Il n'y a pas de secret. Mais tu as aussi une frilosité à dépenser, tu vois, dans des éléments créatifs. Sur beaucoup d'e-commerçants français, pour en avoir vu énormément, forcément. Ouais, bien sûr. Et ça, je pense que c'est un des trucs aussi que j'ai appris. Enfin, aujourd'hui, je comprends pas quand tu es un e-commerçant et que tu as besoin si tu as une stratégie qui est basée sur les ads pour croître, il faut que tu aies une content factory en interne. Je vois pas comment, en fait, c'est possible de faire autrement.
non seulement ça, mais il faut aussi que, sans doute, un des deux fondateurs, donc c'est moi qui fais ça, mais passe beaucoup de temps sur cette partie créa, écrive les scripts, raconte son histoire, soit présent. Tu vois, un autre truc sur lequel j'ai beaucoup changé ces derniers temps, c'est sur la question de l'incarnation. Quand j'ai lancé 900K, à la base, je disais, bah non, les produits doivent se suffire eux-mêmes, on va pas se mettre en avant, c'est pas quelque chose, machin. En fait, maintenant, tu regardes notre bibliothèque publicitaire, il y a quasiment, je pense 70% du contenu, c'est moi dans l'ad. Et après, on fait un peu de trucs du GC, etc. Mais en fait, je pense qu'il y a un vrai besoin d'authenticité. C'est un avantage quand tu es une D2C, c'est que les gens, ils ont l'impression d'être proches de toi. Et en fait, mettre ta tête en tant que fondateur, c'est un gage de crédibilité. C'est-à-dire, bah ouais, t'as pas honte de ton produit, tu sais que c'est un bon produit, et donc tu es prêt à mettre ta tête dessus. Petite question sur le géolift, parce que moi, j'ai pas eu le temps de te poser. Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça de façon géographique par rapport à juste un conversion lift classique où tu as une cellule, les gens qui voient pas ta pub et d'autres qui la voient? C'est juste que tu es sûr d'avoir des échantillons qui sont représentatifs de la population française, mais globalement, c'est un peu la même mécanique. Et après, ce qui est important, c'est que du coup, tu te bases... En fait, pardon, c'est pas ça. En gros, c'est que le conversion lift, c'est tu vas te baser de toute façon sur les datas Facebook, qui va te dire, là, il y a eu des conversions, là, il n'y a pas eu de conversion, parce qu'en fait, tu sais pas qui est-ce qui a vu ta pub, qui est-ce qui a pas vu ta pub. L'intérêt du GeoLift Survey, c'est que comme c'est basé sur les postcodes, après, c'est ta data à toi. En fait, tu vas voir tes ventes, tu vas dire, bah, dans cet ensemble de postcodes qui n'a pas été exposé à YouTube, je fais une base 100 de ventes. Combien je fais en base 100 sur la population qui a été exposée à YouTube, mais avec tes propres data et pas les data que poussent Facebook et Google. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, comme c'est une black box et comme depuis iOS 14, en plus, tu as des études statistiques pour dire, on pense qu'en fait, ça fait tant de conversions, mais c'est pas forcément, tout n'est pas traqué. En fait, ton conversion lift survey, t'es un peu à l'aveugle, quoi. Ouais. Et j'avais écouté un podcast d'un gars qui disait, en fait, c'est comme si tu allais dans un McDo et que c'était eux qui possédaient la balance et qui te disaient, ah ouais, t'as pas pris de poids, t'inquiète. Tu vois. Et c'est un peu la même chose, c'est de dire, bah non, achète ta propre balance et regarde si t'as pris du poids ou pas. Et peut-être que c'est cool et que t'as pas pris de poids, mais peut-être qu'en fait, on t'a un peu menti, quoi. Ok. Et donc, sur ce sujet d'attribution, qui est un sujet pour quasiment tous les e-commerçants, t'es arrivé à une source de vérité, un truc, tu te dis, c'est ça que je crois? Bah non, pas tellement, mais en fait, en gros, ce que je fais, c'est les créas, je les juge via les données plateformes, et après, je pilote tout au blended CAC. Ça simplifie d'avoir un seul canal, parce que du coup, tu sais que tu as un canal qui est ultra majoritaire, donc tu sais qu'en fait, les performances du canal se répercutent sur... sont répercutées sur le blended CAC. Je sais pas aujourd'hui comment je gérerais forcément un truc où j'ai deux gros canaux pour savoir lequel pousser, lequel pas pousser. Mais c'est aussi pour ça que quand tu es encore petit, évite-toi ce mal de tête et juste... Et après, si je devais avoir deux canaux et essayer de voir comment ça marche, je me baserais en partie sur mon post-conversion survey, enfin post-purchase survey, et je ferai une triangulation et je verrai comment les coûts évoluent en fonction de ce que les gens me déclarent. Et après, je testerai aussi périodiquement de dire, je coupe ce levier, qu'est-ce qui se passe pendant une semaine, je coupe ce levier cet autre levier pendant une semaine, qu'est-ce qui se passe, et regarder comment ça évolue. Ok, alors je crois que je voulais te parler de quoi? Je voulais te parler, oui, de TikTok. Pardon, c'est les mêmes raisons qui font... Enfin, c'est pour YouTube, c'est la même explication. Vous n'êtes pas sur TikTok. TikTok, c'est un petit peu différent, dans le sens où ce qu'on a vu sur TikTok, c'est... et ça encore, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a une obsolescence un peu programmée des créas. En fait, on a des créas qui ont vraiment cartonné sur TikTok, et où on avait vraiment, je pense, des CAC super bas, et qu'on contribuait à vraiment faire exploser l'acquise, mais ça dure 2 semaines, et après, la créa devient dégueulasse. Sur Meta, une bonne créa, tu peux la laisser tourner 6 mois, elle va continuer à performer, elle va peut-être un peu se dégrader, mais ce sera jamais dans des proportions où ton CPA va tripler, quadrupler par rapport, d'une semaine sur l'autre, alors que sur TikTok, c'est le cas. Et donc, en fait, là-dessus, sur TikTok, on a un peu une approche un peu différente qui est de dire on teste les créas qu'on produit pour Meta, notamment celles qui ont des formats un peu plus Reels, etc. Et en fait, on voit si on tombe sur un truc qui marche bien, on va booster les budgets pendant 2 semaines, et puis quand ça s'épuisera, on arrête. Mais du coup, c'est pas, pour moi, aujourd'hui, c'est pas un levier qui est suffisamment fiable
Et je sais pas à quel point c'est de l'obsolescence programmée par la plateforme parce qu'ils veulent que les contenus soient renouvelés. Ou c'est juste que sur TikTok, les gens, ils ont pas envie de voir 2 fois le même contenu et du coup, ils sont hyper exigeants là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas très rentable. Enfin, mine de rien, même si tu as internalisé, etc., faire une créa, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Ouais. Si tes meilleures créas, elles durent 2 semaines, en fait, c'est quand même compliqué. Vu que déjà sur Meta, tu vas quand même mettre à la poubelle 90% des créas. Si les 10% qui sont bien, elles durent 2 semaines, en fait, ça complique quand même pas mal ta vie. Ouais. Je sais pas si toi, c'est des trucs que tu as vus aussi, mais... Oui, c'est ça. En fait, c'est que le effort à produire pour avoir un résultat égal est Ouais. beaucoup moins bon. Mais ça, en fait, tout ça fait écho d'ailleurs à la problématique du mythe de l'omnicanalité, tu vois, en ligne pure. Ouais. Je trouve que tout le monde balance ce truc à toutes les sauces, faire du multicanal, va sur toutes les plateformes, etc. Mais c'est pas juste une affaire de focus, c'est une affaire de performance. Tu vois. C'est que aujourd'hui, tu n'as pas de plateforme qui te donne la profondeur et la performance que te donne Meta. Et, Ah oui. et Google, tu peux prendre Google pour certaines Ouais. en SIA. Et donc, c'est toujours un mythe. On a des clients sur lesquels Snapchat, TikTok, etc., ça fonctionne. Mais tu peux avoir... T'as rarement le même volume et le même CPA que tu peux avoir sur Meta. Et donc, finalement, en fait, craque ton Meta et ensuite, le reste, ce sera des compléments. Et je trouve que c'est un truc, tout le monde te balance à toutes les sauces, mais je veux qu'il faut quelqu'un qui sorte des datas en mode, bah, j'ai dépensé tant sur toutes ces autres plateformes et ça a remplacé le Meta, tu vois. Et ça, elles n'existent pas. Enfin, c'est sûr. Non, mais moi, je suis abonné à la newsletter de Northbeam, qui c'est un Ouais. logiciel d'attribution, et tu vois en fait le spend de tous leurs clients. Et en fait, à 70%, c'est Meta. 70% c'est Meta, 15% c'est Google. Le reste, c'est vraiment peau de chagrin. Et en fait, quand tu écoutes des podcasts, etc., tout le monde te dit TikTok, c'est le nouvel Eldorado et tout. Et sans doute, c'est un peu vrai, tu vois. C'est bien de se positionner. C'est peut-être une plateforme qui va prendre le relais en termes d'usage. Et donc, à long terme, c'est vrai que c'est intéressant d'être présent sur TikTok. Aujourd'hui, c'est juste que les algos sont beaucoup moins puissants. Ils ont sans doute beaucoup moins de data. Meta, c'est vraiment le truc le plus héroïste de très loin aujourd'hui, Ouais. quoi. Et c'est un truc qui se voit aussi dans les résultats financiers trimestriels de Meta. C'est qu'à chaque fois, enfin, c'est eux qui se sont fait le plus taper. Ils ont perdu 10 milliards en 2022. Ouais. Mais c'est aussi eux qui avaient les plus grosses équipes d'ingénieurs qui ont développé tous les trucs, donc l'API de conversion, etc., toutes Ouais. les nouvelles technologies. L'ASC qui est ambivalente. Nous, il y en a quand même des clients sur lesquels ça fonctionne assez bien. Plutôt en termes de volume d'ailleurs. C'est pas forcément un incrément de perf de ouf, mais c'est qu'on arrive à dépenser plus, un Ouais. CPA égal. Mais en effet, la B-test est de rigueur. Un À chaque CPA fois. blended ou un CPA plateforme? Blended. Ok. Ok. Est-ce qu'on referme ce chapitre ads? Ouais, Ou je pense. d'autres choses à rajouter, je crois que c'est bon. Alors là, ce sujet m'avait passionné quand tu me l'as décrit il y a quelques minutes. Comment est-ce que tu as fait en sorte que l'impact soit un avantage? Ouais. En fait, ouais, c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez bloquant pour pas mal de gens quand ils pensent à lancer une boîte à impact ou à transformer leur boîte pour qu'elle ait plus d'impact ou qu'elle soit plus vertueuse. Souvent, on se dit l'impact, ça va être quelque chose. En fait, c'est un peu se battre avec une main dans le dos. C'est-à-dire, tu dois faire tout ce que les autres font et en plus, tu dois intégrer une dimension impact, ce qui fait que tu vas avoir plus de coûts, tu vas avoir plus de machin, ça va être plus compliqué, ta supply chain va être plus complexe et tout. Et en fait, je pense que c'est vraiment pas la bonne façon d'y réfléchir. Il faut vraiment prendre le problème différemment en disant tu pars d'une feuille blanche, qu'est-ce que du coup avoir une approche plus responsable te permet de faire que les autres ne font pas. Et donc typiquement pour nous, c'était de dire, donc le point de départ, c'était cette fameuse bouteille de gel douche qui est pleine à 90% d'eau et qui est en plastique que tu utilises une fois et que tu jettes. Donc on est parti de ça, on s'est dit ok, on aimerait bien ne plus l'acheter à chaque fois. Pour plus l'acheter à chaque fois, forcément, il faut que tu envoies le truc. Tu peux pas te permettre d'envoyer un produit liquide avec de l'eau. Donc, on s'est dit, ok, il faut enlever l'eau de la formule, on envoie juste les ingrédients actifs. Mais une fois que tu as fait ça, tu te dis, ok, mais du coup, une fois que j'ai que j'ai gardé que les ingrédients actifs, c'est 10% de la formule, donc c'est 10% du poids. Et en fait, ton compte, c'est un truc qui est vachement adapté au e-commerce. Et là, ça devient super intéressant parce que tu es dans un marché de l'hygiène où globalement, le taux de pénétration du e-commerce est très faible. Autour de 10% quand il y a des catégories qui vont atteindre 50% dans l'électronique, mais en moyenne, c'est plutôt 33%. Donc, disons que c'est 3 fois moins pénétré qu'une autre catégorie. Et en fait, c'est très peu pénétré pour une raison qui est assez simple, c'est que les coûts de shipping sont prohibitifs par rapport à la valeur du produit. Sauf que quand tu transportes que 10% du poids, et que c'est beaucoup plus petit, ça fait que c'est moins cher à shipper parce que c'est moins lourd, et surtout, ça peut passer en boîte aux lettres, donc tu peux passer en tarif lettre, donc c'est encore moins cher. Et donc, en gros, ce qui au départ était de dire je veux arrêter de jeter du plastique, ça s'est transformé en on a un avantage concurrentiel de malade sur le e-commerce parce qu'on a un avantage de coût de shipping que aucune autre marque avec un produit traditionnel peut avoir. Je me pose la question, dans quelle mesure est-ce que c'est généralisable, tu vois? Est-ce que tu peux toujours transformer une volonté d'avoir de l'impact positif
en avantage business. Et je pense au Made in France, par exemple. Tu vois. C'est français. Je vois pas en quoi ça constitue, à part dans le discours marketing. Ça change pas le business model. Tu vois. Bah, le Made in France, alors après, c'est pas tout ce qui est responsable et pas forcément un avantage. Enfin, c'est pas parce que c'est responsable que c'est forcément un avantage. Le Made in France, ça peut être un gros avantage. Par exemple, tu vois, Covid, disruption de toutes les supply chains globales. Envoyer un container d'Asie du Sud-Est ou de Chine jusqu'en France, bah, en fait, ça marche plus parce que tout est bloqué. En fait, tu es bien content d'avoir ton sourcing en France et ton réseau de fournisseurs. Et je pense que ça va devenir de plus en plus vrai au fur et à mesure du temps où le transport va être de plus en plus coûteux pour des raisons de raréfaction du pétrole. Donc ça peut être un avantage. Mais après, plus globalement, je pense que en fait, j'ai 12 000 exemples de boîtes qui ont fait de l'aspect... c'est pas seulement l'aspect responsable qui a un avantage, mais de réfléchir en quoi ça peut être différenciant. Tu vois, Tesla, ils font des voitures électriques, mais ils se sont pas dit la voiture électrique c'est un peu comme une voiture à essence, mais sauf que tu vas un peu moins vite en vitesse de croisière et tu dois la recharger plus souvent, donc c'est un peu chiant. Ils ont dit en fait l'avantage de l'électrique par rapport à l'essence, c'est que l'accélération est 1000 fois plus puissante et en fait la sensation de vitesse c'est l'accélération. Okay. Et donc ils ont fait une voiture de sport et ils ont communiqué sur en fait ils ont fait des comparaisons entre une voiture à essence et eux sur 100 mètres et en fait la Tesla, elle est beaucoup plus vite, même si en vitesse de croisière, elle est peut-être moins vite, et peut-être qu'en effet, c'était chiant à recharger. Okay. Tu peux prendre d'autres exemples qui sont tout ce qui est la seconde main. La seconde main, c'est très vertueux d'un point de vue environnemental, mais c'est aussi un vrai avantage pour le vendeur, tu te fais un peu d'argent, pour l'acheteur, ça coûte moins cher qu'acheter un produit neuf. Et en fait, tu as créé un truc où tu as un vrai avantage. Tu achètes des produits qui sont de très bonne qualité, pour un peu que ta plateforme soit bien foutue, tu as des garanties sur... tu vois, genre des trucs vestiaire collectif, tu sais que tu achètes un super sac, machin, et en fait, ça va te coûter un peu moins cher, et d'un côté, tu... Ok, c'est intéressant parce que ça éclaire un petit peu ce genre de dilemme où je me dis souvent l'impact va te permettre de gagner en marketing, en attraction de ce que tu vas raconter, mais tu vas perdre avec ton business model. En fait, je pense que les boîtes à impact qui vont vraiment décoller, c'est celles qui seront... À la fois, c'est important pour le marketing et c'est une demande client. Mais à la fois, il faut que tu trouves en quoi ta solution d'impact va te permettre d'avoir un avantage concurrentiel sur tous les autres. Quoi. Ok. Donc pour vous, c'est coût de shipping. Ouais. Coût de shipping. Et après, en fait, plus largement, c'est de se dire comment est-ce que tu vas prendre ce marché qui est sous-pénétré en e-commerce et lever les barrières qui font que historiquement, ça marche pas. Donc, pourquoi est-ce que ça marche pas quand tu es une marque comme une grande marque de gel douche? C'est que tes coûts de shipping sont très élevés par rapport à la valeur du produit parce que tu transportes 90% d'eau et que l'eau c'est lourd. C'est d'ailleurs pour ça que tu vends pas non plus d'eau en ligne, à part quand tu fais tes courses dans un grand magasin, mais sinon il n'y a pas de marque DTC d'eau. Le deuxième truc, c'est que toutes ces marques historiques, elles se sont construites de façon mono-produit. Donc quand tu fais du gel douche, tu vas peut-être faire du shampoing, mais en fait... tu vas pas acheter la même marque pour ton dentifrice, tu vas pas acheter la même marque pour ton déo. Et fondamentalement, ça s'explique historiquement parce que quand ces produits se sont lancés, il y avait des vraies disparités entre les fabricants. Et donc, tu avais intérêt à te dire, je suis le spécialiste du gel douche et je fais que ça et je le fais très bien. Et pas à diluer ton equity sur différents produits. Aujourd'hui, on arrive à un moment où, en fait, comme tous les produits sont très bons, que c'est un marché qui est mature, etc., tu peux très bien avoir une marque qui couvre tous les besoins. Mais comme toutes ces marques, elles sont construites autour d'un seul produit, elles n'arrivent pas à faire de cross-sell. Et donc, tu as un panier avec un truc lourd et en plus, tu as juste un seul produit. Tu vends un ou deux produits, mais du coup, ton panier moyen est dégueulasse. Et la dernière chose, c'est que quand tu es un e-commerçant et surtout quand tu es en D2C, ton enjeu principal, c'est comment tu vas avoir du repeat. Et ce que tu aimes bien éviter, c'est d'avoir à payer pour chacun de tes clients. Donc, ça peut se faire par du CRM. Et nous, on a trouvé une façon plus intéressante qui est l'abonnement. Et donc, en fait, sur chacun de ces trois piliers, tu as un avantage sur le coût de shipping parce que tu ne transportes pas d'eau. On a un avantage parce qu'on s'est lancé en logique de gamme. Et donc, l'idée, c'est qu'un client qui vient chez nous puisse prendre plein de produits. Donc, aujourd'hui, un nouveau client qui passe une commande sur notre site, il va prendre en moyenne 2 produits et demi. Et après, au fil du temps, il va prendre de plus en plus de produits. Et après, on a un modèle d'abonnement. Et donc, ça permet d'avoir un repeat sans avoir à dépenser d'argent pour aller recapturer tes clients existants. Okay. D'accord, parce que je vais poser la question du panier moyen. En fait, c'est intéressant ce que tu dis sur qu'aujourd'hui, tu peux te permettre d'avoir le one-stop shop dont tu me parlais juste un peu avant. Parce que les gens, ce qu'ils valident, c'est pas juste le produit avec lequel tu t'as servi, mais la mission de la boîte. En fait, ils vont tout acheter chez toi parce qu'ils valident ça.
Donc c'est pour ça qu'en fait tu dis que tes gros concurrents, enfin les marques installées, etc., peuvent pas le faire parce qu'elles ont pas ça. Donc en fait finalement c'est ta brand qui te. Ouais, c'est ça. Mais même en fait, je pense que c'est aussi juste le legacy. En vrai, il y a des marques, genre le Petit Marseillais, ils pourraient très bien être légitimes sur d'autres catégories avec leur histoire de Provence. Ils pourraient être légitimes sur du déo, mais simplement, historiquement, ils l'ont jamais fait. Donc, Et pourquoi tu penses? parce que je pense qu'ils se sont construits à une époque où déjà ils font partie de groupes qui en général créent des architectures de marques et disent on a Ouais, une donc marque, il y a déjà une marque de quelque chose qui existe. voilà, dans le donc ils veulent pas se faire de la concurrence intra-groupe, sauf que le problème c'est quand tu veux faire du DTC, c'est embêtant de dire je vais mettre différentes marques dans mon caddie, quoi. Donc ça marche pas forcément. Et après oui, je pense que la mission est super importante et la façon dont enfin, je pense que quand tu construis une marque DTC aujourd'hui, c'est vraiment important de partir de ça versus de ton produit, parce que ton produit, déjà, c'est réplicable. Quelqu'un peut copier ton produit. En revanche, c'est beaucoup plus difficile de copier ta mission, ta marque, tout ce que tu as créé autour et un peu l'expérience que tu crées, quoi. Ok. Sur la partie, du coup, récurrence, comment vous avez craqué, du coup, parce qu'aujourd'hui, vous fonctionnez avec un modèle où il y a un échantillon qu'on peut tester. Ouais. Quand vous avez fixé le prix de ce truc-là, le prix des produits derrière, etc., et vraiment la partie LTV, quoi. Vous avez testé quoi? Ouais, quand on s'est parlé en 2021, en fait, on avait un modèle qui était un peu différent, qui était... il y avait deux choses qui étaient très différentes. Le premier, c'est qu'on cherchait à te vendre tout de suite un bundle avec plusieurs produits. Donc, en gros, t'achetais... Bon, déjà, on faisait payer le flacon réutilisable 5 €. Parce que nous, voilà, il est fabriqué en France, c'est du plastique recyclé, donc il nous coûtait un peu cher et on le faisait payer. Aussi parce qu'on voulait que les clients y attribuent de la valeur et que le voient comme un objet qu'on va garder longtemps. Et on vendait 4 recharges de gel douche dans le premier bundle. Ce qui fait que tu avais un prix qui était de 19 € quand tu prenais l'abonnement et 24 € quand tu prenais pas l'abonnement. Voilà, donc ça, c'était le premier truc. On vendait un gros bundle. Deuxième truc, c'est, du coup, comme je viens de dire, on laissait le choix ou non de prendre l'abonnement ou pas, sachant que tu payais 5 € de plus quand tu prenais pas l'abonnement. En fait, la conclusion de ça, c'est deux choses. Ou trois choses. Le premier, c'est que 19 €, c'est un gros seuil pour essayer un gel douche. Les gens comprenaient pas forcément ce qu'ils achetaient. C'est-à-dire qu'ils disaient « Ah, 19 € un gel douche, c'est cher ». En fait, il y en avait 4, mais ils faisaient pas la division. Donc ça brouillait la perception prix. Ils comprenaient pas non plus pourquoi ils payaient pour une bouteille, alors que quand ils achètent en supermarché, ils payent pas. Et après, sur la partie abonnement, la grande majorité des gens disaient je m'abonne pas, je testerai, puis je m'abonnerai si ça me plaît. Et du coup, en fait, ça faisait que, d'une part, à cause de la perception de prix et le fait que il y avait quand même une barrière importante, les gens, on avait des taux de conversion qui étaient moins bons, donc des CAC qui étaient élevés. Et d'autre part, comme la majorité des gens choisissaient de pas s'abonner, on avait une récurrence qui était dégueulasse. Et donc, en 2022, début 2022, on a tout remis à plat et on s'est dit, le truc le plus important, comme on sait qu'on a des bons produits, c'est que les gens puissent tester le produit et qu'ils comprennent que le produit est pas cher. Parce que ça faisait partie de nos valeurs, de notre mission. On voulait, nous, notre but, c'est de rendre ces produits accessibles à tout le monde. On dit qu'on va être la marque qui fait naître le déclic écologique chez le plus grand nombre. Donc forcément, on a un prix qui est très abordable, mais il faut que les gens le comprennent. Et donc, on s'est dit, d'une part, on va passer, plutôt que ce gros bundle en entrée, on va passer à un format qui s'appelle le kit d'essai, dans lequel on va t'offrir ta bouteille. Et en fait, ça, on considère finalement comme du CAC. Donc, plutôt que de donner de l'argent à Facebook, on préfère rendre de la valeur aux clients. Et tu vas avoir une seule recharge qui coûtera le prix par recharge que tu auras par la suite dans ton abonnement, donc 3,50 €. Donc, tu achètes ton gel douche aujourd'hui, ça coûte 3,50 €. Ensuite, tu as une vingtaine de jours pour tester. Au bout de 20 jours, on t'envoie un message, on te dit, voilà, ton abonnement, donc c'est un abonnement obligatoire, mais qui est sans engagement. On te dit, tu vas recevoir ta prochaine recharge. Là, tu as bien 4 gels douche, ça coûte 14 €, donc toujours 3,50 €. Mais on te dit, tu vas la recevoir. Est-ce que tu veux décaler ou est-ce que tu veux annuler Et en fait, ça a eu deux effets. D'une part, ça a fait baisser drastiquement le CAC parce que le taux de conversion a explosé. Parce qu'en fait, 3,50 €, c'est rien. Et donc, en fait, les gens, ça a complètement dérisqué le fait de prendre, de tester nos produits. Et puis, ça a permis aux gens de comprendre que 3,50 €, en fait, avec la livraison, c'est vraiment pas cher. C'est comparable à ce que tu aurais en supermarché. Et après, avec l'abonnement obligatoire, automatique, même s'il est sans engagement, en fait, la grande majorité des gens le gardent parce que l'insight qu'on avait des gens qui s'abonnaient pas, c'est on leur disait mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous n'êtes pas abonné derrière?
quand on laissait le choix en 2021, ils disaient bah non, moi j'ai adoré les produits, mais c'est vrai que j'ai oublié. Puis après, c'est compliqué d'aller refaire une commande. Et puis j'y ai plus pensé. Puis j'ai racheté un truc. Et donc on a un peu inversé la charge de la preuve. Si tu veux, avant, fallait si tu étais content, fallait que tu fasses un effort pour aller racheter ton produit. Là, maintenant, si tu n'es pas content, il faut juste que tu fasses un mini-effort d'aller cliquer sur 2 boutons pour te désabonner. Mais par défaut, en fait, tu vas recevoir ton produit. Et donc, le taux de rétention a explosé. Ok. Super clair. Donc, vous êtes passé entre le 1er janvier 2022 et aujourd'hui de 6 000 à 65 000 abonnés. Voilà. C'est un joli x10, x12. Ouais. On sera 11. Mais ouais, non, on a eu. Bah, oui, ça a été vraiment un énorme unlock. Voilà, parce qu'en fait, derrière, ça te permet d'avoir une équation économique qui marche. Donc, ça permet d'aller, de faire de l'acquisition qui est rentable. Et donc, forcément, ça a fait un énorme unlock, quoi. Okay. Je ne sais pas si j'ai beaucoup plus de questions sur ce sujet. Tu as été très complet. Merci beaucoup. Tu m'as laissé 3 perspectives en 900 Care qui sont un peu votre sainte trinité. Je ne vais pas spoiler, je vais te laisser dévoiler. Où va 900 Care ? Ouais, où va 900 Care ? En fait, on a trois grandes priorités. La première grande priorité, c'est aujourd'hui, on n'est pas rentable, on veut devenir rentable. On veut devenir rentable en France parce qu'on veut prouver le modèle. Et en fait, il y a trop de DTC. Enfin, tu regardes des boîtes comme Casper qui continuent à être... qui font 500 millions de chiffre d'affaires mais qui continuent à perdre de l'argent. En fait, c'est juste pas possible. Il faut que la boîte, elle montre qu'il y a un potentiel de profitabilité. Donc ça, c'est notre gros focus des 18 prochains mois. Et on est assez confiant sur le fait qu'on va y arriver. Parce qu'en fait, il y a plein de leviers. Tu as un levier sur... nous, on est vraiment dans un marché d'économie d'échelle. Donc, plus on scale les volumes, et quand tu fais x11 en 1 an et demi, en fait, là, tu as des volumes qui explosent, plus tu es capable de sécuriser des COGS bas. Donc, les COGS, c'est les coûts de matières premières, et donc, plus ta marge augmente. Ensuite, tu as toute la problématique du panier moyen. Plus tu vends de produits, en fait, plus tu écrases tes coûts de shipping, et donc, plus tu augmentes ta marge. Et après, pour nous, il y a aussi le fait que tu écrases tes coûts fixes, bien sûr, avec la croissance, mais surtout, tu as ton mix client qui évolue. C'est-à-dire que quand on est en début 2022 et qu'on est dans une phase de grosse acquisition, il y a une partie importante de notre revenu qui vient de nouveaux clients sur lequel, si tu as bien suivi, tu as compris qu'on perd un peu d'argent puisque on a les coûts de marketing et qu'on envoie un truc à 3,50 alors qu'il y a un flacon, un coût de shipping, etc. Donc, on va perdre de l'argent sur ces premières personnes. Mais en revanche, on sait qu'avec le repeat, on va gagner de l'argent. Et donc, plus tu évolues dans le temps, plus une partie importante de ton CA vient des recharges sur lesquelles tu marges bien et pas des premiers achats. Et donc, plus ça meilleur. Donc ça, c'est le premier gros pilier, devenir rentable en France. Deuxième gros pilier qui contribue à la rentabilité en France, mais c'est de continuer à développer la gamme. La vision de 900 Care, c'est de dire on veut vraiment être le one-stop shop de tous tes produits du quotidien en mode rechargeable et sans plastique. Pour une raison qui est très simple, c'est une raison client, de dire, en fait, si tu es un client aujourd'hui, c'est trop chiant d'aller faire tes courses. Tu vas acheter ton déo sur un site, ta lessive sur un autre, ton dentifrice sur un troisième site, à gérer 15 abonnements. Nous, on veut être l'endroit où tu peux gérer tous tes produits du quotidien avec ce modèle de recharge. Et donc, ça veut dire à la fois avoir une gamme plus large. Donc, on va bientôt lancer des produits comme la lessive ou la vaisselle. C'est quelque chose que les clients nous demandent énormément parce qu'ils aimeraient bien en fait pouvoir tout centraliser. Et aussi avoir une gamme plus profonde sur les hero SKU, donc le dentifrice, le gel douche, le shampoing. Ça, c'est des produits qui sont nos best-sellers. Et là, il faut qu'on soit capable d'adresser tous les besoins clients. Que ce soit, aujourd'hui, notre dentifrice, c'est une pastille. Il y a plein de clients qui aimeraient bien avoir de la pâte. Donc, on pourrait avoir le même... on est en train de bosser sur le même système que le gel douche. Donc, un petit bâtonnet, tu rajoutes de l'eau, ça crée une pâte. Donc, adresser ça. Tu peux avoir des gens qui veulent différents bénéfices fonctionnels du type dentifrice blancheur ou un shampoing pour cheveux gras. Et après, tu peux avoir des gens qui veulent plus de parfum, par exemple, sur le gel douche. Donc, on travaille là-dessus. Et après, le troisième gros pilier, ça c'est assez excitant, ce sera pour 2024, mais c'est le lancement à l'international avec en fait une envie d'être vraiment de dérouler le playbook France sur les pays européens avec une approche qui est très centrée méta et vraiment une approche très test and learn. L'idée, c'est de prendre 6 mois, 1 an pour traduire tous les sites avec une IA, traduire des pubs avec de l'IA, des vidéos avec de l'IA pour avoir des voix dans toutes les langues européennes, balancer des pubs sur Meta, choper la data sur c'est quoi ton CAC, c'est quoi ton panier moyen, c'est quoi ta rétention par pays,
Et après, faire une petite matrice toute bête en disant, voilà, ça, c'est des pays avec un énorme potentiel de marché, un plus petit potentiel de marché. Et ensuite, c'est là qu'on a les meilleurs economics, c'est là qu'on a les bons economics. Et les pays avec gros potentiel de marché, gros economics, là, on va investir un peu plus, potentiellement recruter des gens soit là-bas, soit en France, mais des native speakers et pouvoir roll out ça, quoi. Okay. J'ai 2 questions. La première, c'est sur le développement de la gamme. Où est la limite? En fait, la limite, c'est en gros, pour nous, c'est en anglais, on appelle ça daily care, mais c'est des produits qui sont des produits quotidiens que tu peux recharger, dans lequel idéalement il y a beaucoup d'eau. Donc tu vois par exemple la lessive, aujourd'hui tu as 60% de la lessive vendue en France qui est de la lessive liquide. Dans la lessive liquide, tu as 50% d'eau, typiquement c'est ce genre de produit qu'on a envie d'aller cibler. Et après, je pense que donc ça c'est d'un point de vue client. On va créer différents univers malgré tout, c'est-à-dire que toute la partie lessive, ce sera 900.home et pas 900.care. Ce sera un logo différent, des chartes graphiques un peu différentes, mais ce sera quand même sous la même ombrelle. Et après, le deuxième critère de priorisation, c'est aussi qu'est-ce qui fit avec notre business model. Par exemple, un des produits qui est pour l'instant pas sur notre roadmap, on verra peut-être qu'on le fera un jour, mais pour l'instant on a du mal à voir comment ça pourrait fonctionner, c'est la crème solaire, parce que pas du tout adapté à l'abonnement. Et finalement, nous, on va être le truc que tu vas utiliser de manière très, 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 très régulière. Ok, très clair. La première question. Et la seconde question, c'est donc du coup, toi, tu préfères diversifier en termes de pays que diversifier en termes de canaux en France? Ouais. Pourquoi? Alors ça, c'est pareil, une grande réflexion, mais je pense que c'est plus facile, une fois que tu as craqué un truc et que tu as ton playbook en France, d'aller roll out le playbook dans d'autres géographies. Surtout que, en fait, sur nos produits, je fais un petit aparté, mais sur nos produits, il y a des vraies barrières industrielles. Et c'est pour ça qu'on a quasiment aucun concurrent en Europe. Les seules personnes qui font des trucs un peu similaires, c'est de la poudre que tu dois verser, mais c'est galère. Tu n'as pas la notion de la praticité de dire tu as ton truc qui est déjà compacté, c'est déjà prédosé, et tu n'as pas besoin de te prendre la tête à verser des trucs, à avoir un entonnoir, etc. Donc on se dit, il y a vraiment des places à prendre sur ces pays-là, et ce serait bête de ne pas les prendre. Je pense que c'est le même métier que tu vas juste faire dans une langue différente, mais aujourd'hui, en fait, avec tous les tools d'IA, etc., vraiment, ta créa qui a marché en France, il n'y a pas de raison qu'elle ne marche pas en Allemagne du moment que tu mets une voix allemande dessus. En revanche, gérer différents canaux, ça, c'est une vraie complexité. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira jamais, mais je pense que c'est dans une séquence, on dit on préfère se focaliser sur ce qu'on fait très bien, donc méta, plutôt qu'aller chercher forcément à les diversifier. Et ça, pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est aussi qu'on a eu une expérience douloureuse avec le retail physique, parce que quand on s'est parlé, on était chez Monoprix. On était dans 135 Monoprix, et en fait, on s'est rendu compte que là où c'est un énorme actif d'avoir des produits sans eau et donc petits, compacts, c'est un énorme actif pour le e-commerce, c'est un énorme désavantage pour le retail. C'est un désavantage pour le retail parce que déjà, les gens ne comprennent pas ce que c'est, ils n'ont pas vu une vidéo pour que tu leur expliques. Ensuite, ils ne le voient pas en rayon parce que c'est trop petit, et même quand ils le voient, ils se disent « mais attends, c'est quoi ce tout petit truc je préfère acheter le gel douche à côté qui est 10 fois plus volumineux et qui est au même prix. » Parce qu'ils ne comprennent pas que la différence, c'est que de l'eau. Et donc là, en fait, on a vraiment eu cette réflexion de dire « attends, il y a un canal sur lequel on a des vents hyper... on a le vent dans le dos et c'est hyper favorable. Il y a un canal où on a un vent de face et on se bat contre un truc qui est très compliqué à surmonter. » Et en fait, le choix... Mais je pense que c'est un peu quand on revient au learning du début de qu'est-ce qui a changé, c'est vraiment cette notion de focus. C'est-à-dire qu'avant, je pensais que tu avais besoin de faire 12 000 trucs pour te développer, plein de canaux digitaux, plein de canaux physiques, online, etc. Aujourd'hui, je suis assez persuadé que tant que tu n'as pas atteint un seuil critique de plusieurs dizaines de millions d'euros, tu n'as aucun intérêt à aller chasser 4 lièvres à la fois, quoi. Et moi, c'est toujours un peu un warning quand je vois une boîte qui fait un peu de e-commerce, un peu de wholesale, un peu de retail en direct, machin et tout. Je me dis, en fait... une petite marque. Ouais. En fait, concentre ton énergie, choisis-en un. Tout peut être pertinent. Je suis pas dogmatique. Je me dis, c'est pas. Moi, je pense que le e-commerce c'est le truc le plus pertinent pour nous. Mais si j'avais un autre produit, peut-être que j'aurais choisi de faire du retail. Mais en tout cas, une chose dont je suis sûr, c'est tu pourras pas tout bien faire. Donc, autant te concentrer sur un truc que tu fais très bien et baser le reste parce que c'est ça qui a de la valeur.
Écoute, Émeric, on arrive à la fin de cet échange. On se donne rendez-vous du coup dans 2 ans, c'est ça hein, là Ouais. C'était il y a 2 ans. Et j'espère que vous aurez craqué l'international et que Ouais, bah tout sera normalement, bien passé. fois 11, ça fait quoi? Ça fait C'est beaucoup. 600 000, 600 000. 600 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Ça Voilà. fait... En tout cas, je te Ouais. le souhaite. Mais merci beaucoup d'avoir passé ces 45 minutes avec moi. J'ai exactement 45 minutes au Et chrono. ben super, merci à toi. Et, C'était un plaisir. Écoute, on va dire au revoir à nos auditeurs. On va donner rendez-vous la semaine prochaine Ciao, ciao. pour un nouvel épisode des Petits Commerces. Tchou tchou.